Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore un peu particulière puisqu'il va s'agir d'une vidéo qui va vous présenter les règles bien plus en détail de Space Hulk pour jouer en solo, ma variante solo. Alors je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, que ce soit Gravaillon, les bêta-testeurs, etc. Encore une fois je leur remercie. Comme vous l'avez pu le voir sur la chaîne, j'ai fait des vidéos en deux parties qui ont montré une partie de Space Hulk en solo qui le transforme comme étant un dungeon crawler. Et je vais reprendre les phases principales et vraiment dans les détails pour vous expliquer grosso modo comment ça se déroule et qui va accompagner par la suite, je mettrai un PDF à disposition. Là on est en train de le remettre en forme avec un abonné. Il y a une relecture qui est faite derrière avec un autre abonné, donc je leur remercie énormément à ces abonnés-ci qui me filent un gros coup de main là-dessus parce que c'est grâce à eux que le PDF va sortir assez rapidement et les jours qui arrivent. Du coup, comme je vous l'ai dit, Space Hulk maintenant se joue en Dungeon Crawler avec la variante solo. Vous pouvez jouer en coop ou en solo, vous pouvez prendre différentes escouades, etc. Là, c'est vous qui voyez et c'est vous qui faites un peu votre tambouille. Le tour des Marines, on commence toujours par le tour des Marines, ça ne change pas, ils jouent toujours en 3 minutes, le temps est décompté soit avec un sablier, soit avec un petit timer, ils ont toujours des points de commandement. Ce qui va changer, ça va être uniquement en termes de nouvelles actions. Comme je vous l'ai dit auparavant, on va avoir deux nouvelles actions qui sont liées à deux nouveaux items concernant les Space Marines. On a tout d'abord la possibilité de scanner à travers une porte qui prend 2 points d'action. Donc je le rappelle, pour 2 points d'action, on se sert du scanner Surveyor. On prend ensuite un D6, on lance le D6 sur un résultat de 1 ou 2. Le scanner est pris d'interférence de parasites dans le Hulk. Il a du mal en fait à trouver ses points de repère. Du coup, vous avez perdu vos 2 points d'action, mais vous pouvez rescanner derrière. Si votre scanner fait 3 ou plus, vous avez réussi à scanner, et là, vous lancez vos dés sur la table de couloir ou de salle par rapport à ce que vous trouvez. Comme quand vous allez ouvrir une porte, quand le scanner marche, vous lancez un dé, sur 1, 2, 3 c'est un couloir, sur 4, 5, 6 c'est une salle. Donc ça c'est 2 points d'action pour scanner au travers d'une porte. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une personne qui scelle en fait les sas pour 2 points d'action. Donc pour 2 points d'action, vous choisissez en fait une personne qui est dotée d'un cerveau-crâne et vous utilisez 2 points d'action. Il faut être à côté d'une salle, d'une porte, parce que c'est à côté d'une salle aussi, et vous mettez ce petit token. Moi je mets ça pour symboliser que c'est locké. Donc 2 points d'action, on est à côté d'une porte adjacente. On met un petit token ici comme quoi c'est verrouillé et la porte est verrouillée. Que veut dire cette porte verrouillée? Bah déjà d'une part que la porte est fermée, qu'on ne pourra pas l'ouvrir sauf si on veut vraiment la détruire, et auquel cas on l'enlèvera directement du plateau, mais ça symbolise aussi le fait de pouvoir ralentir les hordes de Genestealer et Blip qui pourront s'agglutiner derrière une porte fermée, et je reviendrai par la suite comment une porte fermée peut être détruite par les Genestealers. Donc là c'est vraiment les deux actions principales que vous allez trouver dans le Space Hulk en version solo. Uniquement le pouvoir de scanner ou le pouvoir de fermer et sceller des portes. À savoir que vous pouvez très bien jouer à Space Hulk dans une partie avec le mode Dungeon Crawler que je vous ai donné, sans pour autant sceller des portes ou avoir une personne qui scanne avec un scanner, c'est tout à fait possible. Une fois que vous avez fini la phase des Marines, on passe à la phase de Genestealer. Alors pour les Genestealers, c'est un peu particulier puisque eux, ils sont générés via une petite IA et du coup, on commence toujours par prendre un blip des Genestealers, donc dans votre boîte de blip en question, et vous rajoutez ça au pool commun de la mission. Donc voilà, vous prenez pas directement un token d'ici et vous le mettez ensuite autre part. Non, vous prenez un token de la réserve et vous la mettez dans le pool du Space Hulk en question. Ensuite, il va falloir tirer une carte d'événement. La carte d'événement, on en a 18. Alors vous allez avoir 18 cartes qui vont être diverses et variées, qui vont être bénéfiques pour vous, alors qui vont vous poser vraiment problème. Une fois qu'on a tiré une carte, ensuite on fait la phase de renfort. Pour que les blips dans votre pool de blips puissent rentrer dans un Space Hulk, il faut qu'il y ait des puits d'entrée. Les puits d'entrée sont symbolisés par ces petites flèches.
comme celle-ci, elles vont pouvoir rentrer et apparaître par rapport à vos tables d'exploration. Elles peuvent très bien apparaître dans des salles comme sur des couloirs. Donc là, vous êtes vraiment pris par surprise et vous ne savez pas du tout ce que vous allez découvrir dans une salle ou dans un couloir. Le fait est que dès que nous allons avoir par exemple un point de spawn ici, ainsi qu'un autre point par exemple de spawn ici, nous allons faire la phase de renfort. La phase de renfort nous dit quoi? Nous dit que tout d'abord nous allons lancer un des 3, vous pouvez prendre un des 6 que vous divisez par 2, et vous allez mettre avec le chiffre du D3 le nombre de blips de votre pool sur le point d'entrée le plus proche du Space Marine. Alors c'est soit la cible en question via la mission, soit alors le Space Marine qui est vraiment le plus proche d'un point d'entrée. Donc admettons qu'ici nous avons 3 blips, nous avons fait un score de 2, nous mettons 2 blips directement ici. S'il nous reste encore des blips, et uniquement s'il nous reste des blips, nous allons mettre d'autres blips dans les points d'entrée qui sont disponibles dans le Hulk. Donc on va continuer à faire rentrer les Genestealers que nous avons en blip. Dès que nous n'avons pas de blip ou dès que chaque point d'entrée a au moins un blip dessus, nous arrêtons directement la phase de renfort. Donc si vous avez bien suivi, sur le renfort le plus proche d'un Space Marine, nous allons avoir jusqu'à 3 blips maximum, et sur chaque autre point d'entrée Genestealer, nous allons avoir qu'un blip. Une fois que nous avons mis un token de blip dans notre réserve de pool, que nous avons tiré la carte d'événement et que nous avons fait l'effet de la carte d'événement, ensuite nous avons fait la phase de renfort. Je rappelle que la carte d'événement, si je ne l'ai pas précisé, une fois que vous la tirez, elle n'est pas défaussée, vous la remettez dans le paquet et vous remélangez votre paquet. C'est vraiment très important puisque un même événement peut venir 2-3 fois de suite. C'est le hasard qui fait la chose. En aucun cas vous défaussez les phases, les cartes et les phases d'événement. Donc une fois qu'on a fait, voilà, on va mettre ça comme ça. Une fois qu'on a fait la phase de renfort, il va falloir passer à la phase de blip. Les blips, eux, vont se déplacer vers le Marines le plus proche tout en restant à l'écart de leur ligne de vue, c'est-à-dire que dans cette configuration, si on va faire 1, 2, 3, 4, on va se mettre ici, si on va faire 1, 2, on va se mettre ici, et ici nous allons faire 1 uniquement, puisque là, hop, il pourra avoir une ligne de vue s'il ouvre la porte, ou auquel cas on pourra même augmenter jusqu'à 6, puisque ça nous permet d'être ici, et nous n'allons pas avoir de ligne de vue. Bien effectivement, il faudra faire en sorte et ne pas anticiper que les Marines pourront ouvrir les portes, etc. Il faudra se rapprocher au maximum et les tenir en tenaille. Un blip ne doit jamais rentrer dans une ligne de vue. Il pourra rentrer dans une ligne de vue uniquement si son score de meute le permet. J'y reviendrai bien par la suite à cette notion de meute. Donc tous les blips que nous avons sur le Hulk se déplacent et restent à l'abri des regards des Marines. C'est un autre cas concret, par exemple, nous sommes dans cette configuration. Ici, si un blip doit par exemple rentrer par ici, nous avons une ligne de vue ici, il ne pourra pas rentrer par ce point d'entrée. C'est la première restriction que nous avons sur les points d'entrée. Les blips vont rentrer uniquement et uniquement seulement s'il n'y a pas de Space Marine sur la tuile et s'ils n'ont pas une ligne de vue sur le point d'entrée. Donc ici par exemple ce Space Marine voit l'ensemble de cette tuile, donc du coup les Genestealers ne pourront pas rentrer ici, les blips. Par contre, si ce Space Marine fait dos à cette salle, les blips pourront rentrer, à condition que cette porte s'est fermée, puisque si vous le voyez ici dans cet exemple, lui a une ligne de vue ici, ils ne pourront pas rentrer aussi. Donc si cette porte s'est fermée par exemple, et si ce soldat, ce Space Marine, fait dos un point d'entrée, eh bien ils vont directement rentrer, le prendre en tenaille, se mettre tous derrière lui comme ça, pour au prochain tour s'activer, et ensuite lui faire payer sa traîtrise la plus chère, ha ha ha. Donc du coup c'est la première entrée. Donc on a différentes entrées. La première c'est quand on n'a pas de Marines, on les fait rentrer directement. Quand on a un Marines qui fait face à un point d'entrée ou alors qu'il y a une ligne de vue sur le point d'entrée, eh bien les Genestealers ne rentrent pas. Et quand il est dos et qu'il n'y a pas du tout de Genestealer qui puisse voir le point d'entrée, il rentre directement. Mais vous allez me dire, bah, effectivement il est très simple ce jeu, il suffira de mettre un petit personnage ici, un autre ici pour être tranquille et pour que les Space Marines soient comme une promenade de santé dans le Hulk. Eh bien non, parce que c'est là qu'arrive le score de meute. Quand vous allez tirer une carte en fait il va y avoir un petit score, un petit chiffre en haut
en haut de la carte qui va symboliser le score de meute. Ce score de meute dit quoi? Il dit que les blips vont rentrer si ce score est égal ou inférieur. C'est une meute, donc là les blips et les aliens sont en confiance, ils sont en surnombre et ils se disent que là ils vont attaquer même s'il y a un Space Marine qui leur bloque l'entrée. Alors effectivement, si le Space Marine est ici sur ce point d'entrée, ils ne pourront pas rentrer même s'il y a un score de meute qui est égal ou inférieur au nombre de blips que l'on va avoir sur une entrée. Je rappelle que pour une entrée, le maximum est de 3 blips. Et vu que la carte nous dit que le score de meute est de 2 et que là nous en avons 3, eh bien ils vont pouvoir entrer, ils sont plus que 2, il n'y a pas de souci. Par contre, si on avait uniquement un blip, il ne rentrerait pas dans la ligne de vue. Comment on symbolise ensuite cette rentrée? Eh bien tout bonnement, on va prendre un blip, on le fait rentrer par exemple ici, donc là on dit que ils peuvent rentrer par ces 3 cases d'ici, eh bien ils rentrent ici. Une fois qu'ils rentrent ici, on révèle un blip, c'est une première condition pour révéler un blip, c'est soit il rentre dans la ligne de vue, on le révèle. On peut révéler aussi des blips, si la carte d'événement dit de révéler un blip, ou alors au début du tour des Genestealers, durant la phase de blip, s'il y a un blip qui est dans le dos d'un Space Marine, il se révèle directement, on place ensuite les Genestealers adéquates. Donc là c'était pas le cas, on va ensuite poser, hop, un Genestealer. Donc, et là uniquement ici, ça va être ce Genestealer-ci qui va bouger puisqu'il y aura une phase de Genestealer, mais là on arrête la phase de blip pour bouger ce Genestealer qui va faire ensuite ses 5 points d'action restants. Donc en tant que blip, il a fait 1 et il va pouvoir attaquer plusieurs fois le Marines. Donc vraiment faire attention, ça montre que le point d'entrée en fait déborde et tous les aliens sortent d'un coup. Donc il faudra faire vraiment attention ou alors se mettre en état d'alerte un peu plus loin pour anticiper en fait le chemin de meute que pourront faire les Genestealers. Ça va changer aussi la règle de base qui disait que quand un blip est converti, il ne peut pas être activé en tant que Genestealer s'il a bougé en tant que blip. Et bien là, c'est un peu l'exception à cette règle. Si vous faites rentrer un blip, qu'il se révèle et qu'il est dans sa phase de blip, les points restants en tant que blip, donc admettons qu'il lui reste 2 points ici, on le retourne, on en met 2, voilà, on en met un ici et un deuxième ici, il restera ensuite 2 points d'action à ces 2 Genestealers convertis. Donc vraiment faites attention et abusez énormément du niveau d'alerte. Une fois que nous avons bougé les pions blip, nous allons ensuite bouger l'ensemble des tyrannides, des Genestealers plus précisément. Si les pions blip, eux, vont éviter au maximum de se retrouver dans la ligne de vue des Marines, et bien les Genestealers, eux, vont essayer au maximum de se rapprocher des Marines, essayer d'enrayer leurs armes s'ils sont en Overwatch et surtout créer un petit blocage pour que ensuite les pions blip puissent arriver et contourner les autres Marines. Donc là, les Genestealers, eux, vont foncer au maximum sur le Marine le plus proche et essayer de le tuer le plus rapidement possible. L'autre variante que vous allez pouvoir appliquer à ce Space Hulk solo, ça va être de pouvoir programmer votre escouade, que ça soit en Terminator ou alors en armure énergétique. Et je vais revenir sur l'armure énergétique à la fin de cette vidéo. Comme vous le savez peut-être, les Terminators, eux, sont les plus à même à rentrer dans les Space Hulk. Pourquoi? Parce qu'ils ont une armure déjà Terminator qui est plus rigide qu'une armure énergétique. Mais vous avez quand même la possibilité de jouer en armure énergétique, ça vous donnera un bonus, mais surtout aussi un très gros malus, et on va le voir bien par la suite. Pour commencer avec cette variante, il faut savoir que je n'ai rien créé sur cette variante, j'ai uniquement utilisé les White Dwarfs d'époque, rassemblé les informations que j'ai pu collecter de mémoire et surtout sur les règles qui existaient et qui existent dans certains PDF qu'on peut retrouver sur internet. Donc là j'ai juste rassemblé tout d'un coup et peut harmoniser un tout petit peu certaines règles, mais encore une fois j'ai vraiment pas touché au cœur, tout existait déjà auparavant, donc cette partie-là qui est dédiée au changement d'escouade, il n'y a pas de nouveauté à proprement parler de ma part, hein. Moi j'ai juste développé le mode solo en Dungeon Crawler, mais sur l'armement je n'ai absolument rien développé et je vous mets juste à contribution ce que j'ai pu retrouver et ce qui était sympa de faire avec Space Hulk à l'époque avec toutes les extensions, les White Dwarfs, etc. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est de jouer en point d'escouade. Alors pour chaque mission, moi je recommande, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je recommande de jouer avec 10 points d'escouade qui vont permettre
de customiser un peu votre escouade avec des nouvelles unités que je vais vous montrer dans le Space Hulk qu'il est possible d'avoir. Alors dans le PDF vous allez avoir un descriptif de toutes les unités disponibles, des chapitres aussi qui vont être disponibles, donc ça je vais l'harmoniser par la suite. Certains chapitres auront des bonus par rapport justement à leur inclinaison, etc., à leur force de frappe, et puis je vais essayer d'harmoniser un peu de fluff là-dessus avec des personnes qui vont m'aider et qui s'y connaissent très bien sur le fluff, donc vous inquiétez pas, on essaiera de faire quelque chose de très pur et de très fluff là-dessus pour chaque chapitre. Donc la première unité, on va dire entre guillemets nouvelle qui existait aussi auparavant et on pouvait rajouter, c'est le chapelain. Alors le chapelain, c'est cette figurine-ci avec le crâne qui instaure la peur. Le chapelain, lui par exemple, va valoir 3 points. Le chapelain vaut 3 points et il a des caractéristiques un peu particulières. Déjà il est vétéran, il a +1 au combat, il a ensuite sa grosse Rosarius ou Crossius, je sais plus comment on appelle, sa grosse hache comme celle-ci là, qui lui procure en fait l'option de parade qui permet de relancer le dé du Genestealer le plus haut, et surtout cette Crossarius va lui permettre dans les égalités et en étant en garde, uniquement en étant en garde, de gagner sur les égalités concernant un combat. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il est doté d'un bolter, donc ça c'est pas nouveau puisqu'il doit tirer aussi comme les autres, mais il a surtout ses capacités de champ rédempteur. Alors le champ rédempteur, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Alors s'il est par exemple à 3 cases d'un Space Marine, il peut lui faire relancer pour 1 point de commandement et uniquement 1 point de commandement, lui faire relancer son dé de défense. Par exemple, ce Genestealer-ci attaquait le capitaine avait totalement foiré, il avait fait 1+1, ça faisait 2, donc il n'avait rien pour se défendre. Et le Psyker ici à côté, enfin le chapelain, il est à 3 cases du Space Marine, il dépense 1 point de commandement et il va lui permettre de relancer son dé. Alors on peut faire ça un nombre X de fois tant qu'on a des points de commandement, à savoir qu'il faudra bien faire attention puisque les points de commandement vont vous permettre de désenrayer vos armes, je vous le rappelle, en état d'alerte, mais surtout là si vous avez du coup un chapelain, il faudra en garder aussi un peu pour pouvoir relancer et inciter vos frères de combat à se surpasser. Donc ça c'était pour le chapelain. On va ensuite avoir une unité qui est celle-ci. Alors c'est pas en armure Terminator, mais c'est pas grave, hein, c'est pour vous montrer, qui est un capitaine. Voilà, on le voit, c'est du Dark Angel. Le capitaine, lui, c'est quelqu'un vraiment qui est très fort au combat au corps à corps, puisqu'il a 2 en combat au corps à corps. Il a +2, c'est vraiment un expert là-dessus, mais il a surtout un lance-grenade dans son gantelet énergétique qui va lui permettre de lancer 10 munitions, 10 grenades de plasma. Les grenades plasma, c'est quoi? Je reviendrai bien plus tard sur le chapitre des grenades, ne vous inquiétez pas. Et celui-ci, il est tellement fort, il fait preuve de bravoure, comme je vous l'ai dit, il a +2 au combat au corps à corps, mais il vaut 5 points. Pourquoi 5 points? Parce que, comme je vous l'ai dit, il peut tirer des grenades, il peut tirer au bolter, il a ses +2 au corps à corps, donc c'est vraiment un vrai bourrin, et il coûte assez cher. On a ensuite le capitaine, le sergent, pardon, que vous connaissez avec son épée énergétique, etc. Mais lui peut être doté maintenant dans cette escouade d'un harnais à grenade. Le harnais à grenade, c'est quoi? C'est un harnais tout bonnement qui va vous permettre de tirer des grenades, soit frag, soit crack, ou soit des grenades fusion. Et c'est vraiment très fort, j'y reviendrai encore une fois sur le chapitre des grenades, ne vous inquiétez pas. Donc si vous le prenez en fait tout seul de base, il vaut 2 points, et si vous le prenez avec un harnais de grenade, il va valoir 3 points. Vous pouvez éventuellement changer aussi les armements de vos Space Marines. Alors à savoir que les Space Marines de base avec un bolter coûtent uniquement 1 point, et les Space Marines avec des armes lourdes, que ce soit un lance-flamme lourd, un canon d'assaut lourd, ou alors un canon fusil plasma lourd, un canon plasma en fait, parce que fusil plasma c'est une autre arme, un canon plasma ça vaut 5 points. Toutes les armes lourdes vaut 5 points en Space Marine normal. Il n'est pas possible, je le rappelle, de prendre un capitaine et de prendre un sergent avec une arme lourde, ce n'est pas possible, hein. Ça vous ne pouvez pas le faire, mais si vous souhaitez vraiment le faire, allez-y, hein. C'est pas moi qui vais toquer chez vous en vous disant vous n'avez pas le droit de jouer comme ça. On va dissocier ensuite 2 grandes familles d'armements, vous avez compris, c'est l'armement au corps à corps et puis surtout l'armement
l'armement à distance. À distance, on va pouvoir équiper nos Space Marines de bolters. Alors les bolters, c'est un peu les fusils que vous allez trouver, c'est l'armement générique des Space Marines. On va avoir un pistolet bolter. Pistolet bolter, c'est généralement les capitaines qui en ont un, puisqu'ils sont dotés soit d'une épée énergétique, soit d'un gantelet qui permet de tirer des grenades. Donc pour eux, ils ont un pistolet. Le pistolet a une portée de 12. Il ne peut pas se mettre en Overwatch et il ne peut pas s'enrayer du coup, puisque vous pouvez pas tirer en rafale avec le pistolet. Par contre, vous allez me dire il sert à rien, bien si, il vous donne quand même un +1 au combat au corps à corps quand vous tirez au corps à corps avec le bolter. Donc c'est vachement intéressant sur les combats rapprochés, moins sur les combats qui sont un peu lointains. On a ensuite le fusil bolter qui est simple, donc ça je vais passer dessus, tout le monde le connaît. Et on a ensuite le canon d'assaut. Le canon d'assaut, pareil, je vais passer dessus, tout le monde le connaît. On a ensuite des armes plasma. Alors les armes plasma, c'est entre guillemets pas tellement une nouveauté, parce que vous les trouvez aussi dans l'univers de Warhammer. Mais j'ai pas vu beaucoup de personnes jouer avec du plasma dans des Space Hulk. Il sera possible d'équiper des pistolets, des fusils plasma ou encore des canons plasma à vos unités. Un canon plasma, comment ça se passe? Alors le gros canon plasma, lui, il va avoir deux tirs. Deux modes de tir plus précisément. Il aura le tir rapide qui va lui permettre, hop, par exemple, de cibler un ennemi, de tirer dessus, et puis de le dézinguer sur un certain nombre de scores. Alors je sais plus, il me semble c'est 2 ou 4 plus, je sais plus du tout, faudrait revoir. Je vous mettrai de toute façon dans le PDF tout ça. Là c'est vraiment pour vous exposer le type d'armement que vous allez trouver. Et il pourra tirer sinon en mode rafale lourd. En mode rafale lourd, en fait, il décharge toute la puissance du plasma. Et dès qu'il décharge toute la puissance du plasma, ça prend l'ensemble des figurines sur la tuile. Donc attention à vos potes s'ils sont sur la tuile. Et dès que vous avez déchargé au gros canon, ou alors au fusil laser, ou alors au plasma, les fusils et le pistolet sont sujets à des étapes de rechargement, là où le canon d'assaut, lui, est sujet à des étapes de rechargement uniquement quand il desserre en fait sa puissance maximum. Qui plus est, vous allez mettre un dé à côté de lui quand il va tirer en puissance maximum sur le gros canon, sinon en puissance normale avec le fusil et le pistolet placement. Ça représente quoi? Ça représente en fait le système de refroidissement qui s'active. Et là, il va vous falloir 2 tours pour pouvoir réattaquer derrière, là où le gros canon, lui, en tire normal, vous pouvez tirer en fait plein de fois avec, il n'y a aucun problème. À savoir que tirer au plasma, ça vous coûte 2 points d'action. Donc là par exemple j'ai tiré au plasma avec mon fusil plasma, je mets un petit dé ici qui symbolise le 2, donc pendant 2 tours je ne vais pas pouvoir attaquer avec mon fusil plasma. Donc attention, même s'il est très violent, il reste très dur quand même à se remettre en place. Donc au prochain tour des Space Marines on met 1 et l'autre prochain tour on enlève le dé et il est activable. On a ensuite tout ce qui est incendie, alors les lance-flammes lourds, ça vous le connaissez, je vais pas y revenir dessus. Par contre, on a un lance-flamme léger. Alors le lance-flamme léger, vous pouvez l'équiper en fait à un Space Marine de base, sans coûter 5 points d'action. Par contre, vu qu'il est léger, il est un peu moins fort que son prédécesseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ciblez toujours une tuile, vous avez toujours 6 points de munitions, et quand vous allez en fait flammer une salle, il est un peu moins performant, vous touchez en fait les Genestealers sur un 4+, par contre vous allez toucher vos potes sur un 5+, là où tout le monde était mort sur un 2+, par exemple, avec le lance-flamme lourd. Après avoir vu les armes à distance, nous allons voir maintenant les armes au corps à corps. Effectivement, Space Hulk est un jeu qui permet aussi de taper au corps à corps, et souvent le corps à corps est plus sympathique et plus sujet à succès qu'un tir au bolter qui s'enraye et qui ne touche pas du tout. Pour tout ce qui est armes de mêlée, voilà, je vais retrouver mes mots, tout ce qui est armes de mêlée, en même temps je faisais un petit rototo. Tout ce qui est armes de mêlée, on va avoir plusieurs choses. Alors je ne reviens pas du tout sur les griffes éclairs parce que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, c'est dans le livret de règles. Et ça pour le coup, je vais évincer le marteau tonnerre, le bouclier, je vais évincer aussi l'épée énergétique. Je vais revenir uniquement sur les choses qu'il n'y a pas en fait dans le livret de base, c'est-à-dire l'épée tronçonneuse. L'épée tronçonneuse, c'est une combinaison en fait de l'épée énergétique, puisque ça vous donne +1 au corps à corps et ça permet surtout de démolir des portes. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça donne une polyvalence assez sympa si vous voulez casser des portes et puis entailler vos ennemis
par-dessus le marché. En plus d'une épée tronçonneuse, vous allez pouvoir équiper uniquement votre sergent pour le coup d'un harnais de grenade. Le harnais de grenade permet de tirer des grenades de différents types. On va avoir des grenades crack, des grenades à fusion et des grenades flagrantes. Alors du coup les grenades, on va commencer par le plus simple, avec les grenades à effet ciblé. Les grenades à effet ciblé, ce sont des grenades qui permettent d'être tirées à 2 cases minimum ou alors à 3 cases maximum. On reprend ici le petit schéma avec par exemple notre sergent, il a un harnais de sécurité. Il peut, pour 2 actions s'il le souhaite, tirer une grenade frag. La grenade frag lui permet en fait de cibler une section et ensuite de lancer un dé pour chaque figurine à l'intérieur. Sur un 6+, la figurine est détruite. Par contre, quand il va choisir par exemple la section en question, il va dire que voilà, il tire ici, il tue celui-ci, il a fait un 6, c'est super. Mais la grenade frag a un petit inconvénient, c'est qu'elle va boucher en fait votre ligne de vue pendant un tour jusqu'au début du tour des marines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, si ici vous avez une grenade, vous perdez votre ligne de vue en fait derrière. Ça représente un peu la fumée qu'a fait votre grenade et puis les débris métalliques qui retombent dans la salle. Donc vraiment attention à savoir qu'on peut mettre un nombre illimité de grenades frag pour le sergent. On passe ensuite aux grenades crack. Alors les grenades crack, elles ont un double emploi. Elles peuvent déjà d'une part, je le rappelle, on peut tirer jusqu'à 2 ou alors à 3 cases, 2 minimum et 3 maximum. Elle peut détruire directement une porte. Pour 2 points d'action, on lance une grenade crack et on se dit hop, celle-ci est détruite. Là où les grenades frag ne pouvaient pas en fait détruire les portes puisqu'elles sont antipersonnelles. Ensuite, on peut aussi tirer sur un Gene Stealer en lui posant une grenade crack. Par contre, les grenades crack, elles sont un peu sensibles et si vous bougez trop, du coup, elles peuvent moins marcher. Vous lancez un dé sur 3+, la grenade explose et vous tuez directement votre Gene Stealer. Et là, vous pouvez mettre un nombre incalculable, c'est illimité, de grenades crack à l'intérieur d'un harnais. Et on a la plus féroce qui est la grenade fusion ou melta-bombe plus précisément. Les grenades à fusion, vous en avez que 8 et vous allez voir pourquoi vous en avez que 8 parce qu'elles sont très dévastatrices. La grenade à fusion, c'est un effet ciblé. Vous ciblez jusqu'à 2 ou 3 cases un ennemi et vous dites que hop, celui-ci meurt directement. Vous dépensez 2 points d'action et une grenade, vous n'en avez que 8, je vous le rappelle. Ensuite, on met un petit token comme celui-ci, et on ne pourra pas du tout accéder à cette case durant jusqu'à la fin des tours des Gene Stealer. Pourquoi? Parce que ça représente un peu l'amas thermique, le plastique et les parois métalliques qui fondent, etc. Au début ensuite du tour des Marines, on va enlever uniquement ici ce token et on va rajouter, moi je mets généralement un token trou, puisque la melta-bombe au prochain tour des Space Marines va se transformer en trou, c'est-à-dire qu'elle est tellement dangereuse qu'elle a fait un gros trou dans le sol, et du coup, le trou dans le sol n'est pas sans incidence puisque passer ensuite sur ce trou dans le sol, par exemple, je le rappelle, ici il y a un trou, vous allez lancer un dé sur un 1, le Space Marine tombe dans le trou, il est pris dans des câbles électriques et meurt instantanément. Donc vraiment attention avec les melta-bombes puisque plus vous allez en lancer, effectivement vous allez tuer des ennemis, mais aussi vous allez créer des trous, des gaps, et là vos Space Marines, quand ils vont devoir avancer sur les trous, ça va être un peu compliqué, donc utilisez-les peut-être dans des salles où vous allez pouvoir contourner, mais dans des couloirs c'est vraiment en dernier recours, sinon vous êtes un peu dans la merde. Et je reviens sur le capitaine, lui qui peut tirer jusqu'à 10 grenades plasma. Les grenades plasma, il faut qu'il ait une ligne de vue jusqu'à 10 cases. Il lance sa grenade plasma, et ensuite tous les monstres à l'intérieur sont soumis à l'effet de grenade. Donc on lancera ensuite un dé, on verra la réussite, et on enlèvera directement les figurines qui sont éliminées. À savoir que même s'il a la même capacité qu'un lance-flamme, il n'a pas la même compétence que le lance-flamme, c'est-à-dire que c'est des grenades instantanées. Dès qu'elles ont eu effet dans cette salle, la salle est accessible, vous pouvez relancer une autre grenade pour 2 points d'action, etc. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je vous ai fait un peu un melting pot de tout ce qu'on pouvait mettre dans des points d'escouade, plus c'est fort, plus c'est cher, donc on peut composer son escouade comme on veut par rapport à son gameplay, et je trouve que c'est assez sympa.
Et on va passer à la dernière, on va dire, info de la vidéo. Ça reste de jouer avec des armures énergétiques. Mais vous allez me dire, oh, les armures énergétiques, c'est fort, etc. On va pouvoir faire plein de choses, mais il y a peut-être un malus. Il y a un gros malus et il y a aussi beaucoup d'avantages en jouant en armure énergétique. Déjà d'une part, en jouant en armure énergétique, pour ceux qui connaissent un peu les armures Terminator et les armures énergétiques, on est plus mobile en armure énergétique. C'est-à-dire qu'on a toujours ses points d'action, mais là où un Terminator, lui, va dépenser 1 pour tourner à 90 degrés, eh bien ça va être gratuit pour un Space Marine en énergétique. Il va faire directement ça durant son mouvement, gratos. Par contre, s'il veut se retourner, il ne peut pas tricher en faisant 0 et 0. Il est obligé de faire comme pour les Genestealers 1 et se mettre directement ici. Donc ils sont très mobiles. Toutes les personnes en armure énergétique peuvent lancer des grenades. Donc ça aussi, c'est un avantage qui doit être pris en compte. Vous allez avoir plus de personnages en armure énergétique, mais vous allez me dire c'est de la folie, autant jouer en armure énergétique. Eh bien non, il y a un vrai problème en armure énergétique, c'est que vous avez un très gros malus au corps à corps. Ils sont vraiment très faibles au corps à corps dû de leur armure énergétique qui ne sont pas aussi solides et robustes qu'une armure Terminator. Et quand vous allez être au combat au corps à corps, vous allez avoir, écoutez-moi bien, jusqu'à -2, oui, jusqu'à -2 sur vos dés de défense. Donc si vous faites un 4, ça donne -2. Autant dire que dans les corps à corps, moi j'ai fait qu'une partie avec ça. Les squads tombent très vite, hein. Ça va à une vitesse mirobolante et un Genestealer avec 5 points d'action peut très bien décimer à lui tout seul une ensemble et squad. Mais les Space Marines sont tellement fiers en armure énergétique qu'ils ont aussi la capacité de s'auto-détruire. Et oui, pour 2 points d'action, vous pouvez très bien faire l'action qu'on appelle Terminus. L'action Terminus pour 2 points d'action vous permet de dégoupiller une grenade, de la garder dans votre main, et dès que vous allez mourir, donc le Space Marine, dès qu'il est sorti de la table, les figurines adjacentes auront pour impact de pouvoir mourir sous la grenade. Donc on lancera ensuite un dé. Il me semble pas que ça soit automatique, ça c'était dans les règles de Terminus, faudrait que je regarde, mais vous avez la possibilité d'entraîner durant votre mort en fait l'ensemble des ennemis à côté, et ça c'est vraiment pas mal. Donc pour le coup, quand vous allez jouer en armure énergétique, autant dire que les 2 premières actions ça va être Terminus, et puis ensuite vous vous baladez dans le Hulk et vous voyez ce que ça donne, et si vous êtes victorieux, bah tant mieux, on essayera dans l'Empereur de pouvoir enlever votre bras qui est dédié à la grenade. Voilà, donc je vous ai expliqué l'ensemble des règles, entre guillemets, hein, de comment ça joue. Vous allez voir dans le PDF, ça va vous donner un petit rafraîchissement des règles. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et puis dans les semaines à venir et dans les mois à venir, ça sera un jeu que je vais suivre. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est quelque chose qui me plaît énormément, Space Hulk, qui est maintenant que le mode solo tourne assez bien. Je vais l'enrichir en missions. Je vais reprendre des missions du livret de base qui sont adaptables dans ce mode Dungeon Crawler. Je vais en créer d'autres qui sont propres à certains chapitres, etc. Donc on va avoir le premier chapitre que je vais intégrer, ça va être un peu mes chouchous, ça va être la Deathwing, les Dark Angels, qui vont avoir un soutien assez colossal en escouade, donc eux ils sont plus dans le soutien. On va en voir ensuite le deuxième chapitre, ça va être bien sûr les ultramarines, et le troisième ça va être les Spellswolf. Ensuite, mettez en commentaire si vous voulez d'autres marines, d'autres chapitres par rapport à ce que vous voulez jouer, j'essaierai d'y répondre de la plus belle des manières entre guillemets, sachant que je travaille avec une autre personne qui lui connaît assez bien le fluff de Warhammer 40 000, et on essaiera de mettre des règles qui sont avantageuses pour ce chapitre et leur donner aussi un petit côté malus, parce que voilà, sinon ça équilibre pas du tout le chapitre, mais sachant que dès que vous allez jouer un chapitre, eh bien ça sera pas le même gameplay qu'un autre chapitre, et ça va être vachement classe pour le coup, donc restez à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, ou d'autres recommandations, vous savez quoi faire, hein. Mettez un petit commentaire à côté et j'y répondrai dans les plus brefs délais. Portez-vous bien, jouez bien, à bientôt, allez, ciao ciao dans un Hulk.